Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je me présente, je m'appelle Paul Landsberg, je suis interne du premier semestre à Clermont-Ferrand. Et donc j'ai animé ce café débat pour le groupe Filiéris. Donc je suis aussi responsable partenariat Lisnard IMG. Alors, donc aujourd'hui, pour ce café débat, qui sera animé par le docteur Aimé Mort et le docteur Bégaud, les deux médecins généralistes dans des centres de santé, Filiéris, et tous les deux MSU, maître de stage universitaire. Alors, pour le docteur Mort exerce dans le Gard et dirige aussi des thèses. Et pour le docteur Bégaud, il reçoit des internes et des externes et cherche aussi des remplaçants de temps en temps. Donc n'hésitez pas, elle exerce à 10 minutes d'ici. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite. Avant, je vais présenter Filiéris. Une petite phrase sur le groupe. Donc le groupe Filiéris, c'est un groupe en lien avec la santé qui propose des offres de soins, des établissements comme des EHPAD, et aussi des services de soins infirmiers à domicile. Mais le docteur Mort en décrira un peu plus. Merci. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Merci effectivement aussi à Lisnard IMG de nous permettre de vous présenter nos centres de santé. Alors, comme on vient de le dire, on est médecins généralistes, ma collègue et moi. Pour ce qui me concerne, j'ai eu un exercice en libéral pendant 15 ans et aujourd'hui j'exerce depuis bientôt 15 ans dans les centres de santé Filiéris. Donc, ce qui fait qu'on saura la partie questions, on pourra éventuellement vous répondre sur ce qu'on fait, mais en sachant que j'ai ces deux expériences du libéral et du salariat, ça permettra peut-être que vous puissiez avoir mon avis sur certains éléments qui pourraient vous intéresser. Alors, juste vous dire, quand je vais vous faire une présentation, mais ce qui sera peut-être le plus intéressant, c'est justement d'échanger par la suite pour ce qui concerne des précisions que certainement vous ne manquerez pas de vouloir avoir. Voilà, alors juste, je ne serai pas très long là-dessus, un petit historique concernant Filiéris. En fait, on ne vient pas de nulle part, on n'a pas été créé parce qu'il y avait un besoin aujourd'hui en exercice pluriprofessionnel. On n'a pas créé ça dans le contexte actuel. Ce sont des centres de santé qui existent depuis 125 ans. Tout simplement parce que, à l'origine, c'est le régime minier qui avait mis en place ces centres qui étaient destinés à prendre en charge la patientèle minière et les mineurs et leurs familles. Ce qui a changé, c'est que depuis 2005, donc maintenant 15 ans, il y a une ouverture au régime général, ou du moins à la population dans son ensemble, quel que soit leur régime d'assurance maladie. Donc nous faisons depuis 15 ans la même chose que les autres structures, que ce soit en libéral ou en salariat, on reçoit donc toute la population. Chose également qui est mentionnée dans ce slide, c'est on est ouvert, donc comme je dis à tous, on propose aussi le tiers payant, et tous nos professionnels sont en secteur 1, et donc on applique également les tarifs conventionnels. Alors, qu'est-ce qui évolue au niveau de nos centres de santé ? On a, depuis 2015, comme 9 autres entités qui ont des centres de santé, donc il y a eu 10 entités de centres de santé qui ont signé l'accord national des centres de santé. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui les mêmes possibilités, quand bien même nous sommes salariés, dans nos centres, on a les mêmes possibilités que nos confrères libéraux, c'est-à-dire l'application notamment de la ROSP, tous les avantages qu'il peut y avoir et les financements possibles avec l'assurance maladie nous sont applicables. Donc pour ce qui concerne notamment cette prise en charge globale et coordonnée, et il y a effectivement l'accessibilité, l'organisation et surtout la coordination qui est non sellement donc qui est
toujours prise de la même manière qu'elle l'était du temps du régime minier, mais aujourd'hui qui est financée également par l'assurance maladie. Alors les avenants que je marque là, sur l'avenant 1, l'avenant 2, tout simplement pour vous dire que chaque fois que la convention des médecins généralistes évolue, chaque fois qu'il y a des conventions qui sont modifiées et signées avec les représentants des médecins avec l'assurance maladie, c'est retranscrit chez nous dans les semaines et mois qui suivent. Alors, on a bien sûr dans cette démarche qui est aujourd'hui dans le cadre de l'accord national, on a également une démarche qualité et on a plusieurs de nos centres qui aujourd'hui sont certifiés et on est tous dans cette même démarche, tous nos centres de santé, pour essayer d'améliorer justement la qualité et on a un plan de production justement de cette qualité. Alors, je le disais, ça c'est historique. La prise en charge coordonnée des patients, elle se fait selon un parcours de santé personnalisé. C'est vrai que ce n'est pas que du soin. On ne propose pas effectivement de prendre en charge uniquement les soins dans nos centres de santé, mais c'est un ensemble de prise en charge qui concerne également la prévention, le dépistage, l'éducation thérapeutique par exemple. Alors, c'est vrai que notre présence ici, c'est à la fois bien sûr pour se faire connaître, mais c'est également pour dire qu'on continue de recruter dans nos centres, non pas pour remplacer des médecins qui s'en vont, bon, il y en a certains qui partent aussi à la retraite, on y a droit aussi, mais c'est essentiellement parce que le contexte, comme vous le savez, de densité médicale qui se réduit sur pas mal de secteurs où nous nous trouvons. On a nos confrères libéraux qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés. Et lorsqu'ils partent, on voit arriver leur patientèle qui se présente dans nos centres de santé. On les reçoit bien sûr, on les accueille, sauf qu'il faut augmenter nos effectifs. Et donc, on a besoin de recruter également chez nous pour pouvoir répondre à cette situation. Alors, cette structure, comme je vous dis, qui a toujours existé de cette manière-là, essentiellement faite à la base, après ça s'étoffe bien sûr en fonction des centres, du médecin ou des médecins, parce que en fait dans nos centres de santé, les centres où il n'y a qu'un médecin, ça n'existe pas, ou sauf lorsqu'on démarre éventuellement un nouveau centre, ça j'aurai l'occasion de l'évoquer, mais nos centres de santé, on a au minimum en règle générale, 3 médecins, qui ne sont pas forcément temps plein, ça aussi on l'évoquera. Donc des médecins, des infirmières, un service social et surtout aussi un secrétariat. Et ça, c'est quelque chose qui est pas négligeable dans notre activité médicale, c'est qu'on a justement l'avantage d'avoir un secrétariat qui gère tout l'administratif, chose qui est un petit peu difficile aussi concernant le libéral, quand bien même il y aurait aussi un secrétariat. Mais je l'évoquerai un peu plus après. Utilisation d'un système d'information. Actuellement, on est dans une phase de déploiement. On est en train de changer notre système d'information parce qu'on avait un logiciel qui n'était pas particulièrement bien adapté aujourd'hui à notre mode de fonctionnement. Et on est en train de mettre en place un logiciel full web, en l'occurrence de CGDIM, d'un éditeur, donc CGDIM, qui nous permet d'avoir non seulement la possibilité de pouvoir répondre à cette pluriprofessionnalité dans nos centres, à la coordination, mais également de pouvoir être en mobilité, un outil performant, puisqu'on peut, sur une visite, pouvoir avoir accès à notre base de données, l'enrichir éventuellement de la consultation qu'on fait chez le patient, et également avoir les éléments de l'ordonnance, de la dernière ordonnance, tout ça en live. Usage, bien sûr, d'une messagerie sécurisée, qui est compatible à MS Santé. Alors, la coordination dans nos centres de santé. Ce qu'on fait d'une manière régulière, c'est des réunions de concertation pluriprofessionnelle
au moins une fois par mois. On est dans certains centres, on a pris l'habitude de les faire tous les 15 jours. Ces réunions ont fait participer, bien sûr, les personnels du centre, y compris, comme je vous disais, les secrétaires, puisque les secrétaires sont bien souvent des éléments importants dans nos réunions, qui nous apportent, qui contribuent à une meilleure approche parfois du patient, parce qu'il arrive que certains patients confient certains éléments de leur situation, notamment sur le plan social, au secrétariat. Et c'est vrai que leur présence est tout à fait utile dans nos réunions. Également, on établit des protocoles pluriprofessionnels. Le principe, c'est de savoir qui fait quoi dans les centres, quand et comment. Donc ça, c'est quelque chose qui est établi centre par centre, en sachant que malgré tout, on essaie de coordonner aussi l'ensemble de nos centres de santé pour faire bénéficier tous les centres de santé de l'évolution qui a pu être faite dans un centre. Il est évident qu'on fait en sorte que ce qui a été travaillé dans un centre puisse bénéficier aux autres et vice-versa. Donc on enrichit aussi justement ces protocoles en interagissant entre centres, et une coordination externe avec tous les acteurs de santé et les services sociaux. Je l'évoquerai un petit peu après. On est ouvert justement à tout partenariat avec les professionnels des territoires où nous nous trouvons. Et nous ne sommes pas repliés sur nous-mêmes dans nos centres de santé. On n'interagit pas, comme je disais, entre centres de santé uniquement. On le fait aussi avec les autres professionnels. Et par exemple, on est aujourd'hui dans des projets de communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, parce qu'on est un des acteurs qui participe justement à cette prise en charge sur les territoires. Alors là, c'est juste un petit peu, ça n'a pas un grand intérêt ce schéma, mais pour dire qu'on est structuré. Donc le centre de santé, aujourd'hui, on fait en sorte de pouvoir échanger avec tous les partenaires possibles, avec bien sûr les spécialistes, avec les établissements, hôpitaux ou autres. Et également, ce qu'on a, ce qui est, j'ai mis un peu sur la partie gauche, on a également un centre de prévention qui gère justement tout ce qui est dépistage et prévention, qui développe de son côté, mais qui vient en renfort pour nos centres de santé. Alors, c'est justement ce que j'évoque dans cette slide, donc cet appui du pôle prévention, promotion et parcours en santé. On met en place dans nos centres, avec l'aide de ce service, des actions d'information, d'éducation et de prévention, des bilans de prévention pour tout ce qui est du vieillissement réussi notamment, des actions de santé publique. Alors, ces actions de santé publique, on a la possibilité d'avoir des journées consacrées à cette santé publique qui est prise en charge par notre employeur, par Filiéris. Ces journées sont en quelque sorte, on va dire, des journées portes ouvertes dans nos centres de santé où on accueille la population sur des thématiques de prise en charge ou de dépistage de maladies chroniques. Ça peut être le diabète, ça peut être les troubles cognitifs, ça peut être la BPCO. Et on va proposer aux gens qui se présentent des dépistages qui vont permettre à la fois de pouvoir effectivement alerter certains patients sur des pathologies dont ils pourraient être porteurs, mais également pour donner de l'information en termes de prévention. Donc ça, ce sont des journées, on en a 8 par an qui sont pris en charge par l'employeur. Et là, mais ça, je pense que dans les échanges qu'on aura après, on pourra l'évoquer, ces journées, chaque centre de santé les déploie comme il l'entend. C'est-à-dire qu'on n'a pas un employeur qui nous dit voilà, vous allez faire ça à telle date. Non, la seule chose, c'est qu'on a des réunions qui se font avec la direction, dans le cadre, comme à l'hôpital de la CME, nous, ça s'appelle le CMCL, c'est donc un comité médical consultatif qui permet de pouvoir échanger et de proposer justement des thématiques. Et ensuite, chaque centre de santé, en fonction de son appétence particulière ou des situations particulières du territoire où il se trouve, va développer ses actions. Et donc, on n'a pas forcément les mêmes choses dans chaque centre de santé. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui concerne les partenariats, je l'évoquais tout à l'heure, ces partenariats
ça se fait aujourd'hui sur plusieurs secteurs. Moi, j'exerce dans le Gard. Dans le Gard, nous avons, au-dessus de la ville d'Alès, on a mis en place un centre de santé dans le cadre d'une MSP. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette notion d'un côté les salariés, de l'autre les libéraux. Nous, on fait la preuve, puisque non seulement on le dit, qu'on est prêt à échanger avec nos collègues, mais on le fait. Et on a donc, dans cette MSP, on a nos professionnels, les professionnels, je veux dire, libéraux, qui sont présents dans la MSP, mais notre centre de santé y est également. Ce qui fait qu'on a deux types de réunions de concertation. Réunions de concertation, au passage, qui sont pris en charge financièrement, puisque c'est valorisé aujourd'hui, que ce soit dans les MSP ou que ce soit dans nos centres de santé. Il faut savoir que ce temps qu'on consacre aux réunions de concertation, parce que c'est quand même relativement chronophage, c'est du temps qui est valorisé par les financements venant de l'assurance maladie. Je vous parlais de l'accord national des centres de santé tout à l'heure. C'est la même chose pour les MSP. Ils ont l'ACI, qui est l'accord conventionnel interprofessionnel. Ces deux, d'ailleurs, on va dire, types d'accords qui est avec l'assurance maladie, sont là aussi quasiment à l'identique. Quand il y a une évolution de l'un, ça se répercute sur l'autre. Et d'ailleurs, il y a régulièrement des ajustements qui sont faits aussi bien pour l'accord national des centres de santé que pour l'accord conventionnel interprofessionnel des MSP. Ce qui fait que ce temps donc, de coordination que j'évoquais est valorisé. Donc on a à la fois nos réunions internes du centre de santé, bien sûr, pour notre organisation propre, mais on participe aussi aux réunions de concertation dans le cadre de la MSP entre salariés et libéraux. Voilà, autre chose, je vous le disais tout à l'heure, les CPTS, oui, non seulement, c'est aujourd'hui, je pense, une évidence qu'il faut organiser l'ambulatoire afin d'être plus structuré, puisque en établissement, la structuration existe, et malheureusement, en ambulatoire, mis à part que chacun a ses réseaux, on n'a pas une vraie structuration de l'ambulatoire. Et cette structuration, c'est grâce à ces communautés professionnelles territoriales de santé qu'on va pouvoir y arriver. Et donc, on est un des acteurs de terrain qui participent à cette mise en place. Pour ce qui me concerne, moi je suis porteur d'une CPTS sur le secteur où je me trouve, en collaboration avec une coordinatrice de MSP qui est orthophoniste libérale, et à tous les deux, on porte ce projet de CPTS sur notre secteur. Donc, pour dire que là aussi, on intervient sur les territoires sans distinction, et encore plus, je dirais, dans les CPTS, puisque, comme vous le savez sûrement, les CPTS, la vision n'est pas comme dans la MSP une vision patientèle, c'est une vision populationnelle. La CPTS, elle concerne l'ensemble de la population du territoire qu'on envisage j'allais dire prise en charge, c'est pas le terme, mais c'est plutôt de pouvoir effectivement voir sur un territoire donné quelles sont les problématiques en termes de santé, et de pouvoir travailler tous ensemble, justement, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas sur ce territoire des gens qui soient à côté du système de santé, parce qu'on sait que de plus en plus, malheureusement, on a des personnes qui ne sont plus dans le parcours de santé, et qu'il faut remettre un petit peu sur ce parcours. C'est aujourd'hui d'autant plus difficile pour eux qu'on sait qu'il y a en moyenne 10% de la population qui n'arrive plus à avoir de médecin traitant. Et sur nos secteurs, puisqu'on est quand même sur des zones plutôt rurales ou en semi-rurales, sur nos secteurs, les pourcentages sont encore plus élevés. Donc la CPTS, c'est une démarche qui est faite pour ensemble, avec à la fois les professionnels du sanitaire, du médico-social et du social, pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions. Et là, l'histoire de salariat ou de libéral, on s'en fiche. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'essayer de trouver ensemble des solutions, notamment pour ces personnes qui sont effectivement en dehors du système de soins. Participation avec les confrères libéraux à la permanence de soins, à la PDS. Ça, on le fait depuis longtemps. Moi, j'ai pris beaucoup de garde, mais dans le cadre du tableau de garde habituel sur les secteurs.
Il n'y a pas d'obligation dans nos centres de santé de prendre effectivement des gardes en PDS. Et puis ça va être fonction aussi de la localisation du centre de santé. On a des centres de santé qui sont plutôt en périphérie urbaine, où il n'y a pas une nécessité, puisqu'il y a des maisons médicales de garde, pas de nécessité d'avoir une PDS. Et puis des zones rurales où il y a effectivement une PDS qui a été mise en place, à la fois par, bien sûr, qui est assurée, je veux dire, à la fois par les libéraux et par nous. Donc on y participe, en sachant qu'on a mis aussi, et c'est le cas, moi chez moi dans le nord du Gard, on a mis en place aussi des médecins correspondants SAMU avec des financements de l'ARS pour nous aider justement à être, on va dire, un petit peu plus attractifs, mais pas nous, filiéristes, là, pour le secteur, j'allais dire, pour que, éventuellement, de jeunes médecins viennent prendre des gardes sur nos secteurs, mais le principe est aussi de faire découvrir à la fois le territoire en question et surtout notre mode de fonctionnement. Et on a d'ailleurs moi j'ai dans mon centre de santé, on est 5 médecins. Sur les 5 médecins, il y en a 2 qui ont connu nos centres de santé en venant prendre des gardes. Et donc ça a été l'occasion pour ces jeunes médecins qui nous ont rejoints de connaître des centres de santé dont ils ne connaissaient pas l'existence, de les connaître grâce à cette PDS. Alors après, juste ça je passerai assez vite, parce que ça c'est des choses classiques, hein. C'est que comme toutes les structures médicales, eh bien, on a des axes du parcours de soins qui sont tous orientés de la même manière, avec bien sûr répondre aux défis des maladies chroniques, c'est une évidence, agir dans le sens du mieux vieillir, développer des actions ciblées. Là, je vous le disais tout à l'heure, grâce aussi à notre service prévention, on essaie de mettre en place des éléments importants. Alors, il y a un petit historique, je parlais tout à l'heure du régime minier. Il est vrai que les problèmes pulmonaires concernant les mineurs, vous doutez bien qu'il y en avait beaucoup, donc on a un certain savoir-faire sur le suivi post-professionnel en ce qui concerne les maladies professionnelles, et on continue de le faire, bien sûr, pour d'autres pathologies aussi. Parmi ces axes également, comme le font nos collègues libéraux dans les MSP, on participe au programme de retour à domicile Prado, on améliore la prise en charge des patients, là aussi en appliquant la ROSP, puisque comme je vous le disais, aujourd'hui, dans nos centres de santé, on le fait aussi, donc ça c'est quelque chose qu'on développe, et on essaye d'avoir... chaque fois, sur les territoires où on se trouve, je l'évoquais pour la CPTS, mais aussi dans nos centres de santé, de pouvoir lutter contre l'exclusion et consolider l'accès aux soins de la population. Alors, c'était évoqué tout à l'heure en préambule, on est tous dans nos centres de santé, pour la plupart, maîtres de stage, on dirige des thèses également. Et on essaye aussi de participer à tout ce qui est projet de recherche sur les soins primaires. Alors, quels sont un petit peu, puisque là je vous ai évoqué un petit peu l'organisation et les principes de base de nos centres de santé, je pense que c'était nécessaire pour que vous sachiez que on existe quand même depuis longtemps, qu'on a un vrai savoir-faire dans nos centres de santé, mais quels sont les avantages, j'allais dire, du salariat, ou du moins les caractéristiques du salariat? Après, de voir si c'est un avantage ou pas, ça c'est vous qui en jugerez. En tout cas, quelles sont les caractéristiques? C'est d'avoir un soutien de services support. Tous nos centres de santé sont équipés de manière à ce qu'on puisse exercer notre métier dans les meilleures conditions possibles. Alors, il y a effectivement encore des situations un petit peu disparates parce que, je vous l'ai dit, nos centres de santé, ils existent depuis 125 ans. Donc on a certains centres de santé qui sont un peu vieillissants, qu'on est en train de rénover, de remettre, de moderniser. D'autres qui sont bien sûr déjà tout rénovés et tout neufs. Mais on met à disposition pour les professionnels de santé tout ce qu'ils ont besoin pour exercer leur art de manière correcte. Par exemple, on a des médecins qui s'orientent, qui ont une formation ou qui sont en train de le faire, par exemple en échographie. On a notre employeur qui met à disposition un échographe dans le centre de santé. D'autres vont s'orienter sur le dépistage de l'apnée du sommeil, même chose, et ainsi de suite. Donc tout est fait
pour qu'on puisse exercer correctement notre métier. Donc un accompagnement bien sûr qui est logistique aussi, avec des services informatiques, avec tout ce qui est la logistique. Un accueil secrétariat, je le disais tout à l'heure, qui est mis au service de l'offre de soins ambulatoires, dans le sens que ce sont nos secrétariats qui se chargent de tout ce qui est la partie facturation. Le médecin n'a pas à se soucier de ce problème-là. Il y a, je vous disais, essentiellement du tiers payant qui est fait dans nos centres de santé, mais on a effectivement nos secrétaires qui, elles, se chargent de tout ce qui est notamment le tiers payant. Et je vous prie de croire qu'au niveau notamment du tiers payant concernant les mutuelles, parce que sur la part obligatoire, là, il y a le tiers payant, mais nos secrétaires s'occupent aussi de voir avec les mutuelles s'il y a possibilité de faire du tiers payant également. Voilà, ça, je n'entrerai pas plus dans le détail, c'est un petit peu du boulot pour nos secrétaires, mais c'est des choses que les médecins n'ont pas à se préoccuper. Des activités diversifiées, je l'ai dit tout à l'heure. Des formations médicales régulières. La FMC, là aussi, je le disais pour les journées de santé publique, mais la FMC, de la même manière, est prise en charge par l'employeur. On a 8 jours de formation médicale qui sont complètement prises en charge. Et là aussi, pas d'obligation spécifique. C'est au choix des médecins et au choix des centres de santé. Des avantages propres au salariat. Moi qui ai connu le monde libéral, les congés payés, je ne savais pas ce que c'était. J'avoue que ça, c'est quelque chose qui est très satisfaisant de savoir qu'on a 5 semaines de congés payés, qu'elles s'ajoutent des journées de RTT. Au final, on a à peu près 7 semaines de congés payés par an. Des salaires qui restent attractifs, ça on pourra l'évoquer éventuellement en fonction de vos questions. Et là-dessus, juste dire d'une manière générale, c'est qu'on a une convention collective qui n'a pas été faite récemment dans le but d'être attractif aujourd'hui. C'est une convention collective qui a de tout temps été à la fois, on va dire, attentive à la situation des médecins et qui a toujours fait en sorte qu'il puisse y avoir une vraie équivalence entre le monde libéral et justement le salariat. Et on a une convention qui tient compte en partie de l'activité, c'est-à-dire que plus un médecin a d'activité dans un centre de santé, son salaire a en partie proportionnel à cette activité. Donc on peut avoir des salaires qui sont variables, on n'a pas des salaires forfaitaires en tant que tels, c'est des salaires qui sont variables en fonction de l'activité. Et donc pour vous dire que à activité égale entre un libéral et un salarié chez nous, c'est quasiment comparable, bien sûr en enlevant toutes les charges que le libéral a à régler. En termes de salaire net, on arrive à peu près à l'équivalence. Voire mieux dans certains cas, parce que pour ce qui est du salariat, puisque nous, chez nous, on tient compte de l'ancienneté. L'ancienneté permet d'avoir des salaires de base qui augmentent, chose que ça, dans le libéral, on ne voit pas encore. Et ça permet d'avoir pour des médecins qui rentrent chez nous sans avoir d'ancienneté, d'être à l'échelon 3 d'emblée, puisque les 2 premiers échelons ont disparu, et jusqu'à un échelon 8, avec des salaires de base qui augmentent. Possibilité de logement, ça c'est surtout quand les médecins arrivent chez nous. Et donc ces possibilités de logement, elles sont faites à la fois en fonction bien sûr, des nécessités pour le médecin et des possibilités sur le secteur. Sachez aussi que pour les internes qu'on reçoit chez nous, là aussi, on met à disposition des logements pour les internes. Et vous dire que, bien sûr, dans nos centres de santé, une question sur notre stand qui m'a été posée tout à l'heure, c'est de dire que si vous venez effectivement faire des stages dans nos centres de santé, ça vous permet de voir un petit peu, d'avoir une expérience. Moi, je vois par exemple, en ce moment, l'interne qui est chez moi est en binôme chez un confrère libéral et chez moi. Ça lui permet de voir un petit peu les 2 modes de fonctionnement. Donc ça, c'est intéressant. Puis après, pour ceux qui ont la possibilité, en fonction de leur cursus, là où ils en sont dans leur cursus, de faire des remplacements, se faire des remplacements dans les 2 types de structures pour vous faire vraiment une idée. Mais sachez que donc nous, on est prêt à accueillir, bien sûr, tous les stages pour ce qui concerne les internes. Voilà, donc je vous ai présenté donc ces éléments, et là on est prêt à répondre à vos questions. Voilà. Si vous avez des questions.
Allô. Bon. Alors moi, je suis le docteur Bégaud Marion et je travaille donc effectivement en tant que salarié médecin généraliste à Roche-la-Molière pour les Stéphanois qui sont dans la salle. C'est à 10 minutes d'ici, donc c'est pas à campagne. Donc effectivement, moi aussi j'étais libérale, bon pas beaucoup, je suis restée juste 1 an, mais ça m'a suffi pour comprendre le fonctionnement. En fait, moi je suis devenue salariée par des remplacements au début, et puis au fur et à mesure des mois, je me suis aperçue qu'en fait c'était vraiment très bien. Ça correspondait à mon attente parce que ça enlevait tout le côté administratif qu'on n'a pas envie de traiter le soir après une journée de travail, c'est-à-dire la comptabilité, la télétransmission, l'ordinateur qui plante, compter la monnaie, compter les cartes bleues, les chèques. Donc ça, on a occulté ce problème-là. Ça évite aussi de se dire, bon, moi, au mois d'août, j'aurai pas d'argent parce que je travaille 3 semaines en moins. Ça évite aussi de se dire quand est-ce que je vais être enceinte parce que je vais mettre des sous de côté parce que je vais être enceinte bientôt. Nous, on a un congé maternité, il y a un congé paternité, il y a des arrêts maladie possibles. On a aussi des jours enfants malades si on a des enfants. On a aussi la possibilité de prendre un mi-temps ou de prendre un 3/4 temps. J'ai une collègue avec qui je travaille qui est donc à 80%, donc elle ne vient pas les jeudis. Et elle n'a pas d'activité extérieure, elle est juste en mode off le jeudi. On a droit chez Filieris de faire un temps partiel, enfin on fait ce qu'on veut en fait. Donc moi pour ma part je fais du lundi au vendredi, je n'ai pas de garde, je suis mode pas de garde, pas de samedi, pas de dimanche, je suis en mode 42 heures par semaine, voilà. J'ai aussi donc des internes, je suis pour l'instant prate de niveau 1. Et j'ai aussi des externes et je suis rémunérée par la fac de médecine de Saint-Étienne. Je viens du Gard où j'ai connu et aimé et j'étais à la fac de médecine donc au DUMG de Nîmes-Montpellier et j'avais les jeudis des journées où j'encadrais des formations, etc. Voilà. Sinon, après, effectivement, voilà, le mode de fonctionnement, en fait, c'est la même chose. Hein. On voit les mêmes patients, en fait, qu'un libéral. C'est bonjour, salle d'attente, examen clinique, interrogatoire, ordonnance, carte vitale, et puis après, au revoir. En fait, c'est exactement le même fonctionnement. Hein. On revoit les prises de sang, on revoit les bios, on prescrit des prises de sang, on prescrit des échographies, les gens reviennent. On a la même activité en tant que médecine. Ce qui nous change, c'est qu'on n'a pas le côté administratif. Voilà. Sinon, après, que dire ? On a aussi un joli comité d'entreprise. C'est bête à dire, mais ça compte aussi. La première fois où je suis arrivée à Filieris, on m'a donné un catalogue de jouets. J'ai pas compris. Et en fait, il fallait que je choisisse, donc j'ai 3 enfants, il fallait que je choisisse 3 jouets dans le catalogue. En fait, c'est pour vous dire qu'en gros, à Noël, on a des chèques vacances, des chèques cadoc. Pour la rentrée scolaire, on a de l'argent pour la rentrée scolaire des enfants. Voilà, on a une activité qui est très confort, on peut le dire. Et je pense que c'est l'avenir. Voilà, tout simplement parce qu'il faut, à un moment donné, s'affranchir de tous les problèmes d'administratifs qui sont vraiment très, très chronophages et prenants. Moi, l'URSSAF, j'ai déménagé 3 fois et en 7 ans, j'étais toujours à la première URSSAF du premier département où je m'étais inscrite. Ils n'avaient toujours pas compris que j'avais déménagé. C'est du vécu et c'est pas si vieux et je pense pas que les choses aient très changé en France où les problèmes administratifs sont assez récurrents. Voilà. Et puis c'est assez confort au mois de mai de signer une page en bas des impôts en disant que le chiffre il correspond et c'est réglé, c'est une formalité. Alors que quand on est libéral, ça prend du temps. Ça prend du temps de remplir ses impôts et d'être en lien avec un interlocuteur lambda qui serait notre comptable, mais il faut envoyer les factures de timbre, il faut envoyer la facture de l'ampoule, il faut envoyer la facture du restaurant de la semaine dernière. Des fois, on n'a pas envie de garder tout ça dans la poche, et on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Voilà. Je voudrais juste rajouter quelque chose qu'on avait discuté juste avant. Vous avez des journées de formation, c'est ça ? Des journées de formation, et aussi, vous proposez par exemple une pratique, si, je sais pas, moi j'aime bien la gynécologie, donc plus orienté gynécologie, pédiatrie,
Donc voilà, je vous laisse expliquer un peu. Oui, effectivement, on a la possibilité aussi d'avoir des, pardon, des orientations particulières. Effectivement, on a des collègues qui ont une orientation, notamment gynécopédiatrie, et donc qui développent. On a récemment, nous dans le Tarn, une consoeur qui est arrivée dans un centre. Alors, on ne peut pas, bien sûr, démarrer dans un centre de santé avec une pratique exclusive, puisqu'il faut que ça puisse se greffer sur un centre de santé existant, dans lequel il y a déjà des professionnels qui exercent la médecine générale, omnipraticienne. Oui, on peut venir dans ces centres de santé et exercer une orientation spécifique, sans être en tant que tel spécialiste, mais en étant généraliste avec une orientation spécifique. Et c'est le cas. Il y a à peu près un an, on a embauché donc, dans le Tarn une consoeur qui fait exclusivement de la gynéco. Elle a sa patientèle qui prend des rendez-vous uniquement pour ce type de consultation. Oui, donc c'est tout à fait possible. Autre chose que je voulais rajouter aussi en complément de ce que disait Marion, c'est que on a dans nos centres de santé une vraie autonomie. Le fait d'avoir été un libéral, moi je reste toujours dans ma façon d'exercer un libéral en tant que tel. Et ça veut dire que j'ai pas des contraintes qui est dans mon exercice quotidien liées au fait que je sois salarié. On s'organise dans nos centres de santé exactement comme on le ferait dans une MSP. On va même plus loin, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est salarié qu'on se préoccupe pas de la bonne marche de notre centre de santé. On le considère, notre centre de santé, exactement comme si c'était notre cabinet. Donc aussi bien d'ailleurs parce que notre organisme, il faut savoir que les financements qu'il a, ce sont des financements qui sont à l'identique des libéraux pour tout ce qui est, notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure pour l'accord national, on a des financements qui sont comme pour les MSP, mais du coup, il faut aussi justement essayer d'équilibrer à la fois ce qu'on a comme financement et ce qu'on a comme charge. Donc voilà, donc on a une vraie autonomie et également une notion entre nous, puisque quand on fait nos réunions de concertation, bien sûr, en priorité, on évoque des problèmes de santé, et pas que, parce que dans les réunions de concertation, on invite aussi les services sociaux, donc on règle aussi dans nos réunions de concertation les problèmes sociaux, mais en fin de réunion, on voit aussi l'organisation, la bonne marche du centre de santé, et on a même une fois par trimestre, un d'entre nous qui rencontre l'équipe de gestion des centres de santé pour avoir un vrai dialogue avec cette équipe de gestion, voir où on en est, nous, dans justement les charges, qu'est-ce qu'on peut améliorer, voilà. Donc c'est pour dire que cette notion d'autonomie est une réalité quand bien même nous sommes salariés. Oui. Quelles sont les perspectives de développement des centres Alors, pour ce qui est du développement, il y a une vraie perspective de développement du fait du contexte, parce que le contexte aujourd'hui fait que, comme je le disais tout à l'heure, on a une densité médicale qui va en se réduisant, pour ce qui est essentiellement des confrères libéraux. Du coup, nous, on est appelés, alors non seulement, comme je vous disais, à augmenter nos effectifs, mais on est sollicité aussi par certaines collectivités locales, par des communes qui nous sollicitent pour venir mettre des centres de santé dans des endroits où on n'existait pas auparavant. Puisque, ce que je disais tout à l'heure, on est sur, d'un point de vue historique, nos centres de santé sont sur des anciens bassins miniers où étaient les centres de santé pour les mineurs. Mais aujourd'hui, on est sollicité par des communes, ça a été le cas dans le Gard il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans de ça, on a été sollicité, mais quand on est sollicité, parce qu'on n'a aucune vision hégémonique, on n'envisage pas du tout de se dire on est les meilleurs, on va essayer de développer, mettre des centres, c'est pas du tout notre façon d'être. Pour l'instant, nous, on est dans nos centres de santé, on continue à développer nos centres, mais si on nous sollicite, on va d'abord voir la pertinence de la demande, on va voir si effectivement on a vraiment besoin de nous. Donc on étudie bien sûr la situation, mais pas que, on veut le faire en toute transparence. Et c'est ce qu'on a fait donc, sur une commune qui est Salindre, qui est donc un petit peu au nord d'Alès. On a fait une réunion où on a invité l'ensemble des professionnels de santé du secteur pour leur dire voilà, on a une dizaine de communes qui nous sollicitent, qu'est-ce que vous en pensez? Et on a échangé avec eux en toute transparence et on a eu des échanges qui ont permis de voir qu'effectivement on était attendu et par nos collègues libéraux aussi. Donc on a mis en place ce centre de santé. Aujourd'hui, il y a 2 médecins temps plein dans ce centre de santé. On envisage d'en mettre un 3e, tout simplement parce que effectivement la demande est forte. Donc c'est pour vous dire que oui, on est en développement, on est dans une période de développement.
de minimum d'activité. Alors non. Là, bien sûr, il faut qu'il y ait une base pour le salaire. Hein. Donc, on a des grilles de salaire, comme je vous disais, qui sont en fonction de l'ancienneté. En gros, on passe d'un échelon à l'autre entre 4 et 5 ans. Parce qu'il y a aussi, sans rentrer dans les détails, des bonifications annuelles qui sont octroyées aux médecins. Il y a des mois de bonification qui fait que, en gros, passé 4 ans, quasiment, on passe d'un échelon à l'autre. La base de ces salaires est faite sur un minimum d'activité qui correspond à peu près à 23 actes par jour. Hein, voilà. C'est à peu près de cet ordre-là. Mais un médecin qui serait un petit peu en dessous, il y aura une proratisation de son salaire. Il n'y a pas une obligation à effectivement remplir cette demande. Ensuite, tout ce qui est au-dessus de ce minimum pour le calcul de la rémunération, bien, il va y avoir une rétribution du médecin en fonction de son activité. Donc, pour donner un petit détail, on a 40% des honoraires qui sont reversés aux médecins en fonction de ces actes qui sont faits au-delà de cette base. C'est pour dire que, bien sûr, le salaire peut effectivement augmenter en fonction de l'activité du médecin. Nous, on a des médecins qui font plus de 30 actes par jour, 30-35 actes. C'est finalement globalement à peu près la moyenne. Ça tourne dans un tour de 30 actes, mais il y en a qui en font 25. Il y a une vraie liberté de ce point de vue-là. Par contre, je le disais juste avant, il faut aussi comprendre qu'un médecin qui voudrait faire que 10 actes par jour met en péril aussi le centre de santé. C'est-à-dire qu'il faut que les professionnels comprennent qu'il y a aussi une implication pour la bonne marche du centre. Mais là-dessus, rien n'est impératif en termes d'activité. On donne, par exemple, dans un même centre de santé, nous on est 5 médecins, on a tous des créneaux différents en termes de consultation. C'est-à-dire qu'on a un logiciel qui permet effectivement d'avoir un multi-agenda et on demande à nos secrétariats de mettre, par exemple, moi en ce qui me concerne, je demande des consultations toutes les 20 minutes. J'ai un confrère qui en demande tous les 15 minutes, donne un autre qui préfère passer plus de temps avec ses patients à demander que ce soit des créneaux toutes les 30 minutes. Donc c'est véritablement, quand je disais on a une vraie autonomie, rien ne nous est imposé. Le tout, c'est de respecter une éthique et de pouvoir répondre à la continuité des soins. Voilà ce qui nous est demandé. Après, on s'organise comme on entend. Bien sûr, s'il y avait un centre de santé où il y avait des problèmes et qu'on ne respecte pas cette éthique, l'employeur viendrait pour essayer de voir comment on peut arranger la situation. Mais si on répond à cette éthique et à cette continuité des soins, on peut s'organiser comme on l'entend sans une obligation de minimum d'activité. Et dernière chose, et je laisserai la parole aussi à ma collègue, dernière chose, c'est aussi la possibilité de faire du temps partiel. Il n'y a pas obligation, en venant chez nous, d'être à temps plein. On a de plus en plus, nous, des jeunes médecins qui nous rejoignent, qui demandent du temps partiel, aussi bien hommes que femmes d'ailleurs. Hein. Et on a des médecins qui sont à 60%, d'autres à 70%, 80%. Donc tout est possible. C'est un petit peu, entre guillemets, un petit peu à la carte. Hein, voilà. Oui ? Alors comme dans tout, mais là je vais te laisser la parole. Comme dans toute structure médicale, il faut s'entendre entre nous, bien sûr. C'est-à-dire que, bien sûr, que la direction peut être amenée à trancher s'il n'y a pas d'entente. Hein. S'il n'y a pas d'entente, elle va venir imposer une manière de faire et qui fasse qu'on y ait de cette continuité des soins. Il est vrai que si 2 médecins, s'ils sont 2 dans un centre, ce qui est de plus en plus rare chez nous, je vous dis minimum, ça a plutôt tendance à être 3-4 maintenant, mais 2 ça existe encore. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'entente entre les 2 médecins, on ne peut pas se permettre de laisser le centre de santé éventuellement qu'avec un remplaçant qui ne connaîtrait pas la structure. Donc ça, on ne peut pas se permettre ça. Donc bien sûr, ce qu'on fait, c'est on fait des plannings de congés bien avant. Nous, chez nous, par exemple, on prévoit tous nos plannings au moins 3 mois avant. Donc 3 mois avant, on a nos plannings qui sont affichés d'ailleurs dans notre secrétariat et qu'on peut modifier bien sûr si besoin, mais c'est pour dire que tout ça, on l'organise en amont. Là non plus, c'est pas encore une fois la direction qui nous impose quoi que ce soit. On s'organise comme on l'entend, et après ils interviennent si, bien sûr, il y a un dysfonctionnement. Je vais peut-être ajouter quelque chose dessus. Non, je disais juste qu'effectivement, de toute façon, du moment où on est médecin traitant, on se sent mal de partir en vacances et de laisser le centre vide. Donc on s'organisera toujours avec sa collègue pour pas prendre les mêmes vacances qu'elle. Voilà, après, effectivement, bon, il y a des semaines qui sont difficiles, c'est les semaines de Noël et de jour de l'an, parce que tout le monde veut Noël ou tout le monde veut jour de l'an.
mais on a un remplaçant à l'avance et on le trouve à l'avance et on s'organise. De toute façon, libéral ou salariat, le remplaçant, il faut le trouver et c'est difficile. Donc, il faut s'organiser. C'est une organisation, voilà. Est-ce que dans les centres de santé, c'est comme dans les maisons de santé, donc pour les libéraux, il y a une obligation d'assurer la continuité des soins, par exemple le samedi matin? Est-ce qu'il y a une permanence de soins aussi, par exemple parfois jusqu'à minuit, ou des gardes? Et est-ce qu'il y a d'autres spécialités médicales et d'autres pluridisciplinarités comme des infirmiers, des infirmières voilà. Oui, alors là, il y a plusieurs questions en une. Là, oui, alors pour ce qui concerne la continuité des soins, alors pour le samedi matin, c'est la plupart du temps, on n'intervient pas le samedi matin s'il y a justement des structures qui assurent cette consultation du samedi matin. Après, sur certains secteurs, on assure, nous, effectivement, des consultations le samedi matin, en sachant que là, on va mutualiser pour pas impacter un centre de santé où on aurait des samedis matins qui seraient trop fréquents. On fait en sorte de mutualiser sur un territoire donné, parce qu'en règle générale, on a quand même des centres de santé qui sont relativement proches, quoi. C'est de l'ordre d'une dizaine de kilomètres, voire moins. Donc, ce qui fait qu'on peut très bien organiser une permanence sur un centre de santé, de diriger la patientèle vers le centre de santé en question. Donc, on a certains centres, certains secteurs qui assurent des consultations le samedi matin, puisqu'effectivement, la PDS commence officiellement à midi. Pour ce qui concerne, je vois, moi, nous, dans le Gard, comme on a des médecins correspondants SAMU, nous, la PDS, elle commence à 8h le samedi. Donc, on n'a pas cette obligation d'avoir des consultations le samedi matin, puisque finalement, il y a un médecin correspondant SAMU qui est présent dans notre centre de santé et qui assure ces consultations. Après, pour ce qui concerne les autres, puisque je parlais de pluriprofessionnalité dans nos centres, il y a effectivement, là aussi, c'est relativement variable. On a des centres où on a des spécialistes dans nos centres. Moi, par exemple, dans mon centre, j'ai un pédopsychiatre qui est également salarié de chez nous, qui est un pédopsychiatre, ce qui nous facilite beaucoup l'exercice, parce qu'aujourd'hui, la psychiatrie, c'est un domaine où on a pas suffisamment de médecins présents sur nos secteurs. Et le fait d'avoir un pédopsychiatre, pour nous, c'est très, très utile. Et d'autres spécialistes en fonction des demandes et des possibilités sur un secteur donné. Il est évident que sur des zones rurales, on a plutôt tendance à recruter des spécialistes, alors que en zone plutôt urbaine, ça va être moins nécessaire, puisqu'il y a plus de spécialistes présents. Voilà, donc oui. Et puis vous disiez pour les infirmières, oui, on a des équipes d'infirmières dans nos centres de santé. Moi, par exemple, dans mon centre, j'ai 3 infirmières qui travaillent avec nous, mais on a des centres où il y a 12 infirmières. Donc c'est pour dire que oui, on travaille. Quand je disais tout à l'heure les RCP, elles se font avec tous les professionnels de santé du centre, y compris notamment effectivement les spécialistes et les paramédicaux. Je reviendrai juste pour la permanence des soins, pour répondre à ta question. Moi, je dis que je ne fais pas de garde parce que, comme tout médecin installé et inscrit à l'ordre des médecins, bien sûr, je suis inscrite au tableau de garde de la maison médicale. Donc, bien sûr que j'ai une permanence de soins comme tout le monde, sauf que on trouve toujours quelqu'un pour reprendre la garde. Et en ce qui concerne les gardes, les gardes MCS sont des gardes qui sont particulièrement bien rémunérés, mais grâce là, ça c'est pas nous, c'est l'ARS qui favorise justement cette prise en charge des gardes. Donc il y a une vraie attractivité pour venir prendre des gardes sur nos secteurs du fait de cet aspect financier. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas de souci, et pour rejoindre ce que disait Marion, on n'a pas de souci pour remplir nos tableaux de garde. C'est ce qui fait qu'un médecin qui veut pas prendre de garde chez nous, c'est pas un souci, puisqu'il y a une vraie demande extérieure pour venir prendre des gardes sur certains secteurs. Vous vouliez dire autre chose ? Merci. Voilà. Oui ? Ah ben bien sûr, bien sûr.
Bien sûr. Oui, oui, ça c'est une évidence. Je donne une moyenne. Il n'y a pas d'objectif quotidien. Hein. C'est vrai que là aussi, quand je disais tout à l'heure, on a une vraie autonomie de gestion de nos centres. C'est-à-dire que chaque médecin, à la fois sur ses plannings, va pouvoir dire quel temps il veut consacrer aux consultations, mais également de dire qu'est-ce qu'il veut faire sur la journée en termes de consultation au cabinet ou de visite à domicile, puisqu'on fait des visites à domicile comme nos collègues libéraux. Donc on peut avoir des demi-journées qui vont être consacrées éventuellement aux visites si un médecin veut s'organiser de cette manière-là. Donc il n'y a bien sûr pas d'obligation d'objectif, du moins quotidien. C'est effectivement sur la semaine que ça va s'organiser, mais tu peux compléter mon propos. C'est exactement ça, c'est-à-dire que si on voit qu'on a bien travaillé et qu'on a suffisamment d'actes à la fin de la semaine ou du mois, on peut dire je relâche un peu la pression peut-être. Mais en gros, c'est sur l'année. En fait, là, c'était pour vous donner un ordre d'idée sur la journée. En gros, c'est sur l'année. On a, si on veut avoir le salaire de base, c'est 5 500 équivalents C, l'ancien C à 23 €, ce qui fait 126 500 € à l'année. Et du coup, si on est à temps plein, ça nous fait à peu près 23 consultations, C par jour, sachant que quand on cote un ALQP 006 et que c'est coté 69,12 €, ça nous compte 3 consultations, 3 C. Donc effectivement, du coup, on y arrive vite à 5 500 équivalents C. Oui, parce que justement, on fait aussi des réunions pour inciter quand même tous les médecins à valoriser ce qu'ils font. Il est évident que si on met que des G, puisqu'aujourd'hui c'est le G, mais si on met que des G et des V, ça ne correspond pas à la réalité de ce qui est vraiment effectué par les médecins. Là, je parle de manière générale, que ce soit dans nos centres de santé ou ailleurs. Donc on a des réunions pour améliorer la cotation, mais c'est surtout pour valoriser ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir la NGAP qui nous apporte une cotation qui est quand même beaucoup plus diversifiée que ce que moi j'ai connu dans le temps où il y avait effectivement que des C et des V, point barre. Aujourd'hui, on a à la fois des possibilités en NGAP, mais comme le disait Marion à l'instant, en CCAM aussi. En fonction de ce qu'on fait, on a des cotations en CCAM et on incite tous les médecins à avoir justement la bonne cotation. Pas tant, bien sûr, pour que ça apporte des recettes pour le centre d'une part, mais c'est pas uniquement ça. Le principe, c'est aussi de valoriser et de mettre en exergue ce qu'un généraliste est en capacité de faire. Ça permet aussi de montrer toutes les possibilités d'activité du médecin. Moi, j'ai par exemple beaucoup d'enfants. Peut-être que je suis une femme, mais du coup, je fais beaucoup de dépistage d'audition, dépistage donc obésité chez les ados. Et donc, effectivement, c'est des cotations qui sont un peu plus chères qu'une G classique. Et il faut aussi montrer qu'on est professionnel, qu'on est des spécialistes de la médecine générale et on a besoin de nous. Donc, on a dans chaque centre de santé, on a un électrocardiogramme. Donc, on peut coter aussi ECG. On a un spiromètre dans chaque centre de santé. Donc, une spirométrie, c'est 40 €. La dernière fois, on a fait une journée BPCO où on a fait souffler... allez, on va dire 150 patients faciles, il y en avait 50% qui avaient des troubles ventilateurs obstructifs et qui ne le savaient pas. Donc il y a besoin de journées d'action de santé publique et il y a besoin de faire connaître tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on a appris et pas que des G. Alors juste un petit commentaire, les 150 en question, ils n'ont rien payé. C'est quand on fait des journées de santé publique ouvertes à la population, ils ne payent rien, c'est gratuit. C'est gratuit. Là, en l'occurrence, c'est quand c'est des journées portes ouvertes, on fait du dépistage et les gens ne règlent rien du tout. Ça ne coûte rien à l'assurance maladie non plus. Question. Juste, est-ce que vous appliquez des dépassements d'honoraires pour les patients ? Alors c'est possible, on ne le préconise pas, c'est-à-dire qu'on essaye, dans la mesure du possible, bien sûr, de ne pas développer ça. Alors on peut le faire sur certaines orientations de médecins qui font éventuellement de médecine manuelle, qui est là-dessus, où ça prend un peu plus de temps. On se pose la question après sur d'autres pratiques, puisque moi j'ai un rôle aussi de coordonnateur des centres de santé, et moi la direction. On a voulu aussi que pour nos centres de santé, qu'il y ait un interlocuteur qui soit l'intermédiaire entre la direction et le terrain. Et en l'occurrence, moi, dans le sud, c'est moi qui m'y colle pour l'instant. Et c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, c'est de voir quelles sont les pratiques qu'on a envie, nous, de développer dans nos centres et comment on peut le faire. Mais c'est vrai que
comme on veut pouvoir répondre à toutes les demandes, et on ne cherche pas à développer ce genre d'actes, quoi, hein, en tout cas. Alors si je disais ça, c'est parce que notamment on pense à l'hypnose médicale qui aujourd'hui se développe beaucoup, mais là c'est pareil. Des consultations d'hypnose, ça prend un minimum une demi-heure, voire 3/4 d'heure. C'est vrai qu'un G à 25 € pour une consultation de 3/4 d'heure, on peut se poser des questions. Donc voilà. Donc tout ça, c'est en réflexion en tout cas. Hein, mais on ne le préconise pas. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on cherche à développer. Très bien. Donc, on va devoir conclure malheureusement. Donc vous pouvez le retrouver à leur stand dans la grande salle, le grand salon. C'est le stand numéro 5. C'est quand vous allez, ce sera tout droit. Et sinon, alors avant que vous partiez, attendez. Donc pour la pause déjeuner, je ne sais pas si vous avez entendu au micro, vous n'allez pas pouvoir sortir dehors parce que à 13h45, on reçoit le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran. Donc du coup, pour des protocoles de sécurité, on ne peut pas vous laisser sortir. Donc il faudra manger à l'intérieur, vous ne pouvez pas sortir. On vous attend à 13h45 dans le grand amphi. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à aller les voir pour toute question. Et puis, bonne journée et merci à vous. Merci à vous.